Merci aux organisateurs et bonjour à toutes et à tous. Donc la question qui m'a été posée par Agropolis Fondation, c'était d'essayer de parler de la réduction de l'utilisation des pesticides avec un angle de vue de la recherche agronomique. Et donc... il ne fonctionne pas. Oui, l'angle de vue de la présentation, c'est celui de la recherche agronomique finalisée. Donc c'est un angle de vue. Et donc je m'appelle François Cotte et je travaille au CIRAD à faciliter la réflexion des équipes sur leur stratégie de recherche sur les filières tropicales. Et cette stratégie est beaucoup orientée, bien sûr, sur la durabilité environnementale, et dans la durabilité environnementale, la réduction de l'utilisation des pesticides est bien sûr importante. Voilà, alors dans cet exposé, je parlerai des enjeux et aussi peut-être d'essayer d'identifier les étapes de mise en œuvre de la réduction des pesticides. C'est un parti pris, et donc c'est pour lancer la discussion. Et j'ai préparé cet exposé avec Denis Leuillet, qui est présent ici, et avec mes collègues correspondants filières qui m'ont fourni un certain nombre de données. Alors, la première partie donc, sur les enjeux et les contextes dans différentes filières tropicales. Donc, ça va être des généralités. Alors, on a parlé d'environnement et de santé dans les deux premiers exposés. Et bien sûr, les enjeux, c'est les attentes sociétales, aussi les attentes des marchés, qui vont de pair avec les attentes sociétales. Donc, j'en dirai pas plus parce qu'il y aura d'autres exposés. Alors, si peut-être ce que j'oublie de dire, c'est ça, c'est dans le titre, les enjeux de la réduction des pesticides, et ils s'insèrent dans des enjeux plus globaux comme la transition agroécologique ou la transition vers des systèmes alimentaires durables. Alors, est-ce qu'il y a des spécificités à la réduction des pesticides ou à l'utilisation des pesticides dans les agricultures du Sud? Alors, c'est vraiment une question difficile parce qu'il n'y a pas une agriculture au Sud, il y en a de multiples acteurs. On peut quand même pointer du doigt le fait qu'on a souvent des conditions climatiques propices au développement des biograisseurs. Par exemple, il n'y a pas un effet saisonnier aussi marqué qu'en zone tempérée, donc on n'a pas le vide sanitaire qu'on peut avoir avec l'hiver dans des situations tempérées. Le constat aussi, c'est, on vient de voir qu'on n'a pas énormément de données, mais dans les productions, les systèmes de production tropicaux, on a encore moins de données. On a vraiment beaucoup de mal à avoir accès à ces données. Le constat aussi qu'on peut faire, c'est que souvent l'accès à l'information est plus limité pour les producteurs dans les agricultures du Sud, notamment les producteurs familiaux. Après, le problème pesticide, il est, j'allais dire, pas noyé, mais il est inclus dans de nombreux autres défis, et il n'apparaît pas forcément à la hauteur de l'enjeu qu'il représente en termes de santé et d'environnement. On a un système de réglementation qui, souvent, est beaucoup moins exigeant qu'en Europe, et on sait que la réglementation est un moteur pour la réduction des pesticides. On peut se poser la question de la mobilisation des moyens financiers pour faire changer les systèmes de production au Sud. Souvent, on a des moyens plus faibles, moins d'appui. Et puis, il y a la question aussi de la recherche dans de nombreux pays qui bénéficient, elle aussi, d'assez peu de moyens. Donc, ça génère une moindre visibilité de la problématique. Alors ici, j'ai mis à dire d'experts, donc de mes collègues correspondants filières, comment ils voient l'importance de la réduction des pesticides sur différentes filières. Alors c'est vraiment, prenez-le à dire d'experts, c'est pour un petit peu situer le problème. Et vous voyez, vous avez une douzaine de filières. Et ce qui ressort de cette petite analyse, c'est que, en fait, ce qui fait l'importance perçue de la réduction des pesticides, c'est bien sûr une combinaison de facteurs avec la pression parasitaire. Quand on a des pressions parasitaires fortes, on a une prégnance du problème pesticide importante. Le fait de s'adresser à des produits aussi directement consommés en frais. Là, par exemple, vous avez l'horticulture, vous avez la banane. Effectivement, ils ressortent parmi les filières sur lesquelles le problème pesticide est important. Le degré d'intensification
en intrants de synthèse. Hein. Vous avez l'exemple du riz là, qui est classé dans les deux catégories. Hein, le riz cultivé de façon intensive ou le riz de subsistance, c'est pas du tout la même chose. Bien sûr, ça dépend aussi de la présence-absence de solutions techniques et puis des attentes sociétales. Donc voilà, tout ça, c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment une gradation dans la perception du problème pesticide. Mais ça ne veut pas dire que les filières qui s'affichent pour l'instant ou qui se déclarent moins préoccupées par l'utilisation des pesticides, ça ne veut pas dire qu'elles ne le seront pas, parce qu'on est dans des transitions qui ne vont pas toujours dans le bon sens. Donc je pense qu'on peut assez facilement conclure que toutes les filières sont concernées. Alors ici, toujours à dire d'experts, un essai de caractérisation du type de pesticides, en incluant les herbicides, hein, qui posent problème dans les différentes filières. Alors il y a une somme, donc ça fait peut-être un peu ajouter des choux et des carottes, mais quand même ce qui ressort, sans grande surprise, c'est que c'est le problème de la lutte contre les insectes, hein, qui est le problème numéro 1. Alors peut-être de façon un peu plus étonnante, les herbicides, c'est des produits pour lesquels on a assez peu de solutions pour l'instant. Hein. Et donc ils ressortent juste après les insecticides comme thème de préoccupation. Et puis après, on retrouve les fongicides et puis les nématicides qui affectent différemment, enfin les nématodes qui affectent différemment les différents types de cultures. Alors voilà pour une présentation assez générale. Alors maintenant, on peut se poser la question des processus ou des étapes pour la réduction des pesticides. Alors l'idée, c'est pas de conceptualiser juste pour le plaisir de conceptualiser, c'est plus peut-être essayer de définir des vocabulaires communs et aller dans le sens de ce qui a été présenté comme objectif du workshop, c'est-à-dire essayer de regarder s'il y a des retours d'expérience d'intérêt générique. Alors, on a identifié 6 étapes qui nous paraissent clés dans la réduction des pesticides. Alors, elles ne sont pas forcément très originales parce qu'on les retrouve dans beaucoup de processus d'innovation, mais on va essayer de voir un peu ce que ça représente pour la réduction des pesticides. Alors, concernant la production de connaissances, ce qui fait l'objet de pas mal de recherches dans le domaine biotechnique, c'est tout ce qui concerne les régulations agroécologiques, hein, et le fonctionnement des systèmes multi-espèces. Donc, tout ce qui mobilise la biodiversité et favorise ces régulations. Donc, tout ça, ça fait l'objet de recherches fondamentales. Réduire les pesticides, c'est toujours s'intéresser quand même aux nouvelles variétés, hein, il ne faut pas l'oublier, même si les cibles d'amélioration, elles évoluent avec le temps, parce que c'est plus simplement la résistance à un pathogène, mais c'est une variété qui soit à la fois résistante au pathogène, mais adaptée au nouveau système agroécologique. Et puis aussi, il y a des recherches sur les biopesticides, donc voilà, des pesticides qui ne soient pas des pesticides de synthèse, qui font l'objet aussi de recherches. Alors, dans le domaine socio-technique, on va bien sûr retrouver tout ce qui concerne le fonctionnement des organisations et bien sûr aux différentes échelles, hein, qu'elles soient locales ou plus globales. Et puis, ce qui fait aussi l'objet de recherche, c'est les outils d'évaluation, parce que finalement, on dispose de quelques outils, mais on a besoin d'outils de plus en plus précis, qui soient aussi capables de renseigner sur les compromis entre les différents usages ou les différents équilibres entre les piliers de la durabilité. Donc voilà un petit peu ce qui revient quand on interroge les chercheurs des différentes filières sur qu'est-ce qui fait leur recherche. Alors, impact santé, moi je suis vraiment pas un spécialiste et on a eu un très bel exposé. C'est juste pour rappeler que agriculture au sud, les premiers concernés, c'est quand même la santé des travailleurs. Hein. Ça, c'est un point important sur lequel il faut rappeler l'importance. Et là, on a, je pense, très très peu de données. La santé au niveau des riverains.
Les consommateurs sud, on a parlé des marchés sud, et puis après vient aussi ce qui tire peut-être un peu la problématique, parce qu'on parle finalement d'exportation de l'usage des pesticides quand on importe des produits tropicaux. Et donc c'est plutôt tiré par cet aspect effet santé sur consommateurs nord, souvent c'est mis en avant, mais il ne faut pas oublier les autres effets. Puis après environnement sur biodiversité et aussi mode de dispersion des pesticides dans les différents compartiments eau, air et sol. Voilà un petit peu pour l'aspect caractérisation des impacts. Alors, les leviers pour la réduction de l'usage des pesticides. Alors, il y a tout ce qui concerne les pratiques. Et là, on voulait insister sur l'aspect application des bonnes pratiques. Parce que finalement, c'est déjà des choses qui sont faciles à mettre en œuvre et qui permettent un gain de réduction sur l'utilisation des pesticides vraiment importante. C'est souvent l'exemple qu'on donne quand on parle de bonnes pratiques. Si on règle les buses d'asperceurs, il y a des progrès phénoménaux qui peuvent être faits en termes d'utilisation de pesticides, en termes de volume. Je ne parle même pas d'exposition. Alors après, on a deux types d'innovations, des innovations qui sont plus pas à pas, ou alors des innovations en rupture qui se préparent, avec des systèmes multi-espèces et des systèmes agroforestiers, y compris pour les cultures industrielles. Je crois que c'est ça qui est intéressant. Alors, un point sur les échelles pour la réduction de l'utilisation des pesticides. On pense bien sûr en premier à l'échelle de la parcelle. On met moins de pesticides. Voilà, c'est vraiment l'acte de base pour réduire les pesticides. Mais ensuite, en termes d'impact sur l'environnement ou sur la santé, il faut prendre en compte des échelles qui sont celles du bassin versant. Parce qu'à l'échelle d'un bassin versant, il y a plusieurs types de cultures. Et effectivement, s'il y a des progrès sur l'une en termes d'un usage moindre des pesticides, mais qu'à côté, c'est pas, enfin sur d'autres filières, c'est pas géré, ça veut dire que l'impact au niveau de l'environnement et de la santé sera aussi celui de la plus mauvaise filière. Et puis aussi la prise en compte de la dimension temporelle des émissions. C'est-à-dire que si on regarde à l'échelle d'un cycle de production, on va être peut-être content, à juste titre, de dire on réduit de 30% ou de 50% l'utilisation des pesticides. Mais si dans les temporalités, ça se traduit par des pics d'utilisation, au final, sur l'environnement, s'il y a quelques traitements qui sont concentrés dans le temps, on n'aura pas les effets escomptés en termes d'environnement et de santé. Voilà, donc les variétés, j'en ai parlé précédemment. Alors ici, toujours à dire d'experts un peu, c'est quelles sont les solutions techniques qui sont mobilisées. Alors c'est à dire d'experts CIRAD, donc c'est pas forcément... d'autres expériences ne donneraient pas forcément la même analyse. Mais ce qui ressort, ce qui est intéressant, c'est quand même que c'est avant tout les approches système et les approches de lutte biologique qui sont, entre guillemets, payantes pour la réduction des pesticides. Donc c'est pas seulement, c'est ça ce qu'on voulait vous indiquer, c'est pas seulement la lutte biologique, même si elle est essentielle, elle n'est pas remise en cause, c'est aussi les systèmes, notamment ceux à base de plantes de service et de systèmes multi-espèces qui font l'objet de beaucoup de recherches et qui ont produit pas mal de progrès ces dernières années. Les variétés résistantes, ça reste en bonne place. Le matériel sain, l'avertissement, les biopesticides, assez peu de recherches, en tout cas au CIRAD. Les cultures sous abri, alors ça concerne plus les cultures, l'horticulture, mais c'est présent. Et vous voyez, il y a assez peu de recherches sur la petite mécanisation, parce que souvent, c'est ça qui aide de façon directe, ou plus souvent indirecte, en réduisant la pénibilité dans les systèmes agroécologiques. Donc c'est peut-être une réflexion aussi à avoir, c'est quand on parle de réduction de l'utilisation des pesticides, notamment dans les agricultures qui sont peu mécanisées. Ça demande encore plus de travail manuel et souvent la petite mécanisation permet de réduire la pénibilité et donc de façon indirecte de réduire l'utilisation des pesticides.
Voilà, alors sur les leviers organisationnels et institutionnels, moi je ne suis pas spécialiste, mais voilà, ce qui revient dans les propositions, c'est dans les actions hein, de levier, c'est tout ce qui concerne l'appui aux acteurs. Et ce qui est déterminant, on le retrouve, et là encore, peut-être que c'est enfoncer des portes ouvertes, mais c'est vraiment bien comprendre le cadre de contrainte des producteurs. Hein. Parce que souvent, on projette, et c'est légitime, j'allais dire, notre vision d'un processus d'innovation. Mais si on n'a pas compris ou si on n'a pas essayé de comprendre qu'est-ce qui faisait le quotidien des producteurs, notamment des petits producteurs, je pense qu'on fait très très vite fausse route. Après, à côté de la compréhension du cadre de contrainte, il y a bien sûr tout ce qui est les systèmes d'accompagnement de l'innovation, les plateformes d'innovation, les systèmes territoriaux. Qui sont essentiels hein, dans toutes ces transitions, notamment la transition agroécologique. Et puis aussi tout ce qui fait les systèmes supports nécessaires aux producteurs. Hein, la fourniture d'intrants qui ne soient pas des intrants de synthèse, en premier de matériel de plantation de qualité. Donc il y a tous ces aspects qui font les leviers de la réduction des pesticides. La décision publique, on en a parlé et je pense qu'on en reparlera. Hein. C'est à la fois la réglementation mais aussi l'accompagnement. Et puis tout ce qui tourne autour de la valorisation par les marchés des productions, hein, avec moins de pesticides ou sans pesticides. Donc tout ce qui tourne autour des marchés, des labels. Et puis aussi, là-dedans, les marchés sont le plus souvent organisés dans le domaine privé. Et donc, il y a aussi un éclairage de la décision privée qui est un des leviers de réduction de l'utilisation des pesticides. Alors, une case qu'on a mis ici, là, c'est les processus de co-innovation hein, ou d'innovation couplée. Donc là aussi, c'est des choses qui, je pense, vous parlent. Et dans ce domaine, dans la partie réduction des pesticides, il y a l'idée de co-construire les cahiers des charges. Hein. Les cahiers des charges, il faut arriver à les coupler entre production et puis aval de la filière. Après, ce qui nous semble aussi essentiel en termes de retour d'expérience, c'est tout ce qui concerne les consortiums multi-acteurs. Hein. On a parlé d'Ecofi, c'en est un très bel exemple. Ensuite, les processus de co-innovation, il nous semble qu'ils doivent s'intéresser au modèle économique. Hein, c'est-à-dire, il faut à la fois avoir la solution technique, mais regarder un peu comment sa mise en œuvre impacte la chaîne de valeur. Parce qu'il nous semble que c'est souvent là que se font les blocages. On a souvent des solutions techniques, mais si elles ne passent pas cette étape... et si elle ne réinterroge pas la recherche, je pense qu'on a du mal et du coup le système s'arrête. Et puis bien sûr, dans ces processus de co-innovation, il y a tout ce qu'on a appelé ici le prototypage, c'est-à-dire le test de prototype de culture moins consommatrice de pesticides avec les acteurs. Ça nous semble essentiel. Là encore, ça peut paraître enfoncer des portes ouvertes, mais l'idée, c'est que ça doit dépasser l'échelle de la parcelle et englober l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris jusqu'à la distribution et chez le consommateur. Alors, mise au point des outils d'évaluation, il y aura un exposé spécifique là-dessus, donc je ne m'étends pas, mais voilà, la normalisation de l'expression de la réduction des pesticides est vraiment essentielle pour qu'on puisse juger des progrès et puis de façon générale discuter entre acteurs. Et puis la mesure des compromis, j'en ai parlé précédemment avec les outils d'évaluation multicritères. Alors voilà, la dernière partie de cet exposé, c'est, finalement, on voit qu'on a 6 étapes, hein, il pourrait y en avoir 8, il pourrait y en avoir 3, mais enfin, voilà, on vous les a représentées cet après-midi, là, on a représenté ces 6 étapes. Puis la question, c'est, comment ça se passe quoi, entre ces étapes c'est ce qu'on appelle le chemin critique. Entre ces étapes, et puis quelle place de la recherche, quelle place pour la recherche dans ce chemin critique. Alors, est-ce qu'on a un système séquentiel, hein, c'est-à-dire finalement on produit des connaissances, on caractérise les impacts,
on met au point les leviers, on met en place les actions de multi-acteurs. Voilà, donc vous avez déjà la réponse. Hein. Il ne faut surtout pas faire ça, ça ne marche pas. Ou c'est pas la vraie vie plutôt. Parce que bon, déjà, une étape prise isolément, vous le sentez, je pense, intuitivement, elle ne permet pas d'atteindre un impact significatif. Hein. Si on ne prend qu'une seule étape, on n'arrive pas à grand-chose. Alors, le processus, il est... Alors, je cite Denis Leuillet, il est tourbillonnant et chaotique. C'est vrai que c'est le chaos, quoi, hein, pour se sortir un peu de cette affaire. Et puis, ce chemin critique, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a vraiment des ruptures de charge très fréquentes qui sont possibles. Et si on ne l'envisage pas sur le long terme, finalement, on va très vite être, j'allais dire, découragé par le fait que ça s'arrête. Et donc, forcément, il faut que ce chemin critique... on en a une vision sur le très très long terme, même si après il emprunte des chemins différents de celui qu'on avait pu imaginer. Alors, donc, c'est des processus qu'il faut organiser. Et la question qui se pose, c'est qui est le pilote, quoi, dans l'avion, hein. Et ça, on n'a pas la réponse, mais on va sûrement en discuter au cours de ces 2 jours. Alors, voilà un peu le processus. Hein. Donc, comme je vous dis, là, on a symbolisé ça en mettant des flèches un peu partout pour montrer que ça s'organise dans le chaos. Et il faut donner une direction à ce chaos pour progresser vers des impacts. Alors, la question que ça pose, c'est effectivement quelle est la place de la recherche dans ce chemin critique. Bon, il n'y en a sûrement pas une, hein, il y en a plusieurs, mais nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une place de la recherche qui est dans le témoignage et le plaidoyer, et ça, c'est un point essentiel. Mais en fonction du degré de maturité des outils et des acteurs, on s'aperçoit que finalement, les gens sont assez d'accord, au moins dans le discours, mais que ça ne va pas forcément beaucoup plus loin. Donc, il y a une étape pour la recherche qui peut être celle aussi de la promotion, de la facilitation de chemins critiques, hein, notamment par la création de ces consortiums. C'est des étapes importantes. Après, il nous semble aussi qu'on peut discuter le côté organisation, voire prescripteur de la recherche dans ces chemins critiques. Alors, c'est pas pour dire que c'est la recherche qui a raison, hein, c'est vraiment, c'est pas la conclusion, mais c'est pour dire que dans ces étapes qui sont pas forcément très bien renseignées ou visibles par l'ensemble, souvent, la recherche est en capacité de fixer un cap. Alors, elle ne le fixe pas tout seul, etc. Mais c'est peut-être une discussion qu'on pourra avoir, parce que voilà, le retour d'expérience nous montre que c'est en étant un petit peu dans la proposition d'action que, il y a des résultats intéressants en termes de réduction des pesticides, et aussi que ça réinterroge la recherche, hein, et donc ça la réoriente. Et donc c'est ces circuits courts entre ces prototypes et puis ces essais en vraie grandeur, et puis la recherche de nouvelles connaissances qui est importante, nous semble-t-il, pour aller vite. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, François, pour ton exposé stimulant et inspirant. Est-ce que vous avez des questions pour François ? D'accord, merci bien. Oui, merci pour la brillante présentation. Je m'appelle Chermo, je suis membre de l'équipe Agropolis qui tiendra une réunion cette semaine. Je suis venu expressément pour apprendre de cette équipe qui vient de nous présenter des idées assez innovantes sur la gestion des pesticides. Et représentant un peu les pays du Sud, j'avais peut-être 3 bullet points que je voudrais laisser à votre appréciation, à celle des autres. La première, c'est la question de la relocalisation des industries de production de pesticides dans les pays du Sud et tout ce qui va avec en termes
disons, de traitement de déchets toxiques. Assez souvent, les produits périmés en Europe trouvent un champ d'élimination dans les pays du Sud, où assez souvent, c'est des produits qui sont à la limite de la péremption, qui sont, disons, expédiés dans ces pays du Sud. Et je crois que c'est un débat qui est actuel, que je n'ai pas entendu parler. Le deuxième problème, c'est en relation avec les contrats de culture. Vous avez évoqué cacao, café, banane et autres. Assez souvent, ces terres de production sont soumises à des contrats de culture, ou ce qu'on appelle land deals en Afrique. Et les produits toxiques qui sont utilisés pendant le contrat de culture, ces produits ont une certaine rémanence environnementale. Au-delà des périodes d'exploitation, ce qui reste sur ces terrains sont des terrains qui sont non productifs et qui vont continuer à avoir des impacts sur la biodiversité locale. Et dans les contrats de culture, cet aspect rémanence et continuité de l'impact de la toxicité n'est pas assez souvent évoqué. Je voudrais avoir votre point de vue là-dessus. En dernier lieu, je viens du Tchad. J'ai visité, comme beaucoup de personnes ici, certaines eaux douces qui sont des espaces multifonctionnels, à la fois d'irrigation, de la riziculture intensive, par exemple, la production de tomates au niveau du lac de Guerre, mais c'est des zones en même temps qui sont soumises à l'aquaculture, pas seulement du poisson, de la spiruline et tout ce qui vient en termes de services écosystémiques de ces eaux-là. La notion de concentration biologique, par exemple, dans le poisson que nous consommons, les rejets dans les écosystèmes aquatiques, constitue en Afrique un énorme problème parce que c'est la pollution non perceptible ou non étudiée en tout cas. Donc je voudrais vraiment soumettre ça à votre appréciation et voir ce que vous en pensez à l'ensemble de ces idées. Je vous en prie. Oui, merci. Alors moi je ne suis pas spécialiste des points que vous avez évoqués, mais j'adhère à vos remarques. J'ai noté sur le premier point le traitement des déchets, la péremption. Moi, j'ajouterais la qualité aussi de certains pesticides. Voilà, on sait que certains pesticides, il y a eu des accidents sur des pesticides importés de Chine. Il y a des formulations qui étaient plus que douteuses. Et puis aussi, voilà, ce qui va avec votre premier point, c'est la partie gestion, élimination des pesticides. Et voilà, on n'a pas de leçon à donner au Sud. Nous, il y a seulement quelques décennies, on ne faisait pas ou on faisait mal. Et on est encore en progrès. Donc voilà, ce problème de l'élimination est vraiment prégnant aussi. Donc voilà, sur ce point, moi, je suis complètement d'accord avec vous. Sur la rémanence, oui, également. Et moi, j'ajouterais peut-être dans la même catégorie tout ce qui est détournement d'usage. C'est aussi un point capital. Déjà, en termes de bonnes pratiques, c'est pas évident, mais souvent, il y a des détournements d'usage, dans les pays du Sud, mais aussi dans les pays du Nord. Attention, voilà, il y a pas. Mais le fait qu'il y ait une plus faible information, je pense que ça potentialise le problème. Et sur le troisième point que vous citez, je trouve, oui, c'est un point essentiel, c'est celui de une approche par filière ou à la parcelle qui ne rend pas compte de l'impact qu'on doit avoir à l'échelle d'un bassin versant ou d'un territoire. Parce que on peut croire être vertueux parce qu'on fait bien sur une filière ou sur une culture, et puis en fait pour les populations et l'environnement, si on n'a pas cette vision globale, là vous parliez, je pense, de transfert de pesticides entre une parcelle et puis de l'aquaculture par exemple. Oui, il y a forcément une approche à l'échelle du territoire à avoir. Ouais. Ce qui rend encore plus complexe la problématique. Mais voilà, moi, peut-être pour être sur une note positive, parce qu'on a besoin d'être positif quand même, surtout en ce moment, quand j'interroge les collègues, ils me disent, avec ce qu'on sait faire, c'est-à-dire sans production de connaissances nouvelles, sur la plupart des filières là, que j'ai montrées, on pense qu'on peut réduire de plusieurs dizaines de pourcents juste avec ce qu'on sait faire. Et que c'est une histoire plus de volonté, que c'est pas forcément un coût très important. Juste déjà sur l'idée des bonnes pratiques, de la diffusion des connaissances, il y a déjà une grosse marge de progrès possible.
Alors c'est variable parce que les contextes sont variables, etc. Mais je pense que la réduction des pesticides, comme beaucoup d'innovations, elle se nourrira de succès. C'est-à-dire que si on place la barre trop haut, on risque de ne pas avoir de succès et d'avoir des formes de découragement ou peut-être d'incompréhension entre les différents acteurs en disant bah oui, vous avez une vision recherche qui est idéaliste mais qui ne fonctionne pas. Et donc je pense aussi que dans nos stratégies, il faut aussi baliser les étapes pour avoir des succès. Et on peut en avoir. Merci François pour cette présentation très intéressante de la stratégie du CIRAD. Je voulais revenir sur la première diapositive où tu présentais effectivement les spécificités pour les agricultures du Sud. Un des points qui me semble important, et en particulier pour l'Afrique, c'est la question de la sécurité alimentaire, dans un contexte de démographie encore importante et dans un contexte de forte urbanisation. Et donc derrière sécurité alimentaire, mais il n'y a pas que, il y a aussi la production en quantité et en qualité. Et il est important de réfléchir effectivement comment maintenir une augmentation de la production en quantité et en qualité en parallèle avec une diminution des pesticides, quoi. Alors on voit tout plein de simulations de l'IDRI ou d'autres, certaines disant qu'avec l'agriculture biologique on peut nourrir la planète, d'autres qu'avec l'agroécologie, d'autres disant que c'est pas vrai, etc. Je pense qu'une réflexion, des analyses plutôt basées sur les connaissances déjà acquises est importante pour orienter effectivement et pour qu'effectivement les messages qui soient diffusés soient cohérents avec les objectifs qui sont quand même de contribuer à une alimentation en quantité, en qualité des populations et en particulier des populations du Sud, quoi. Et dans le mot qualité, il n'y a pas uniquement le taux de pesticides, il y a effectivement toutes les autres composantes de la qualité. Merci. Oui, la question que tu poses, c'est voilà, est-ce qu'on peut changer de système de production ? Il y a de nombreuses études. Oui, tu as raison, il faudrait le mentionner. Bon, il y a des spécialistes dans la salle de l'agriculture biologique. Je pense que Eve pourrait nous en parler, notamment. Voilà, non, les marges de manœuvre, sûr, elles existent. Après, on va pas s'adresser de la même façon aux systèmes qui utilisent très très peu d'intrants, où là, l'enjeu, ça va être que l'intensification en termes de production qui est nécessaire ne passe pas par l'intensification de l'usage d'intrants de synthèse. Et après, sur les productions agro-industrielles, là, les marges de manœuvre sont importantes et les résultats peuvent être très rapides. Enfin, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, oui, ce que tu poses, c'est d'arriver à replacer cette thématique de réduction des pesticides dans une réalité économique et aussi dans celle des attentes en termes de demande, notamment pour les décennies à venir. Voilà, donc ça dépasse le cadre de la réduction des pesticides, mais voilà, je pense que de plus en plus, maintenant, on montre que la transition agroécologique, c'est pas une option, quoi. Et qu'elle est possible en termes de volume. Et je pense que c'est justement aussi des retours d'expérience en vraie grandeur, avec les différents acteurs qui permettront de progresser. Oui. En plus des équipes, en plus des recherches des équipes prospectives. On va prendre une dernière question avant la pause. Je vous remercie pour votre intervention. Je vous remercie pour votre intervention. Et très intéressante, mais il me semble qu'il manque des dimensions qui sont un peu plus d'économie politique, et notamment dans les systèmes de contraintes dans lesquels sont pris les producteurs et les productrices. On a évoqué tout à l'heure les contrats de production qui pouvaient exister, mais il y a tout un ensemble de dynamiques dans lesquelles peuvent être prises, par exemple l'existence tout un ensemble de dynamiques qui sont un peu plus macro et qui se déclinent très localement. Par exemple, de manière récente en Afrique, on a eu tout un ensemble de fondations qui interviennent, de très grandes multinationales qui interviennent notamment depuis 2007 et 2008,
produites, pour transformer les pratiques, les tailles des exploitations et pour imposer à la fois d'autres cultures, d'autres intrants et transformer aussi toute la nature, la nature de la taille des exploitations, le type d'exploitant, etc., etc. Et qui pousse à des agricultures qui soient beaucoup plus intensifs en produits chimiques. Et ça, c'est pas tout à fait... on ne le voit pas bien dans votre exposé. C'est travaillé, je pense, par des gens qui font des sciences sociales ici au CIRAD. Et ça me semble important. Et puis, pour les pays du Sud, parce que c'est une question qui m'intéresse beaucoup, ce qui a été évoqué sur la qualité des pesticides est quand même importante. Et c'est une question de long terme qui est assez ancienne. Et qui a engendré pas mal de problèmes sur lesquels qui est celle des pesticides obsolètes, mais qui a tout un ensemble de questions de rapports dans le fait qu'on va exporter ou trouver dans ces pays du Sud des débouchés à des pesticides qu'on n'utilise pas ou plus, qui ont été produits Et ça, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de toutes ces dimensions-là, qui sont un peu plus d'économie politique, dans des réflexions sur la réduction des pesticides, et que ça ne se passe pas simplement au niveau des exploitants et des exploitations, que ça nécessite des interventions à des niveaux qui sont plus élevés, multiniveaux. Oui, non, mais vous avez raison. Hein. Ça se passe en Afrique, mais ça se passe aussi beaucoup en Asie, hein, ce que vous décrivez, hein, avec des intensifications là, sur une décennie ou 2 décennies qui flinguent, entre guillemets, la durabilité très vite. Après, voilà, moi, je pense que comment l'équilibre à trouver, mais là, c'est aussi un parti pris. Moi, je parlais de succès. Modifier des politiques publiques, j'imagine que c'est quand même des choses qui sont sur le moyen terme. Peut-être que je me trompe. Hein. Là, l'angle de vue était celui du court terme et de l'agronomie. Et voilà. Alors, c'est pas pour faire une pirouette et terminer sur une pirouette, mais je pense que l'interdisciplinarité est essentielle, effectivement, dans ces approches. Voilà. Et voilà, je pense que tenir les différents bouts des leviers et travailler au niveau de la recherche avec les différents types d'acteurs, c'est quelque chose d'essentiel. Ouais. Et cette mise en commun, après, est essentielle. Oui. Ah, oui.